Sous les sables, derrière les pierres brisées et les légendes murmurées, s'étend une mémoire plus vaste que nos livres. Nous croyons connaître le chemin de nos origines, des outils frustes, des grottes, une lente ascension vers la lumière. Mais chaque fragment oublié, chaque vestige qui défie la chronologie officielle ouvre une fissure dans ce récit fragile. Des cités englouties, des savoirs astronomiques trop précis pour l'époque, des mythes jumeaux nés à des milliers de kilomètres, autant d'ombres qui refusent de se taire. Il existe un passé qui nous échappe, une histoire dont seule demeurent des éclats. Derrière le silence des ruines, une question demeure, insistante, troublante. Qui étions-nous vraiment ? Et pourquoi tant de traces semblent vouloir nous rappeler que notre histoire n'est pas celle que nous croyons ? L'histoire, telle que nous la connaissons, commence avec l'écriture. Les manuels nous apprennent que la civilisation a jailli en Mésopotamie, il y a environ 5000 ans, lorsque les premiers signes cunéiformes furent tracés sur des tablettes d'argile. Mais si l'on prête attention aux murmures plus discrets, des fouilles et des mythes, ce récit paraît soudain étroit, comme si l'on contemplait un océan à travers une fissure dans la roche. Car avant ces écrits, avant les royaumes connus, des peuples ont existé, dotés de savoir et de structures sociales qui ne s'accordent pas avec le tableau officiel. Les civilisations effacées ne se montrent pas en surface. Elles se révèlent par des anomalies, par des constructions disproportionnées ou par des traditions orales si précises qu'elles laissent entrevoir une mémoire millénaire. Prenons l'exemple de l'ancienne ville de Caral, au Pérou. Découverte dans les années 1990, elle s'élève dans le désert de Supé et remonte à plus de 5000 ans, contemporaine de l'Égypte des pharaons. Ces pyramides, ces places circulaires, ces systèmes de canaux témoignent d'une société complexe, urbaine et hiérarchisée, bien avant que l'Amérique du Sud ne soit censée connaître de telles organisations. Longtemps, l'Amérique précolombienne avait été décrite comme un continent isolé, tardivement civilisé. Mais Caral, avec ses structures mâles monumentales et ses savoirs agricoles, défie cette vision. Et Caral n'est pas un cas unique. Les ruines de Tiahuanaco, près du lac Titicaca, semblent appartenir à un âge encore plus ancien. Là, les pierres colossales, taillées avec une précision presque géométrique, dessinent des portes et des temples qui semblent avoir été renversés par une force cataclysmique. Les datations traditionnelles placent Tiahuanaco il y a environ 1500 ans. Mais certains chercheurs avancent que ces fondations pourraient en remonter à plus de 10 000 ans, contemporaines de la fin de la dernière glaciation. Cette hypothèse, bien que rejetée par l'Académie, fait écho au récit andin d'un âge antérieur, gouverné par des maîtres venus des étoiles ou par des êtres mythiques disparus dans les flots. Si l'on traverse les océans, on retrouve la même impression d'une mémoire enfouie. Dans les îles de Micronésie, le site de Nan Madol s'étend sur plus de 100 îlots artificiels, construits de blocs basaltiques massifs. Érigé sur l'océan, ce dédale de canaux et de murs est surnommé la Venise du Pacifique. Son origine demeure entourée de mystères. Qui a transporté ces pierres, comment et pourquoi ? La tradition locale parle de 2 frères venus d'ailleurs, dotés de pouvoirs surnaturels, qui auraient d'en fonder cette cité sur la mer. Les chercheurs, quant à eux, hésitent encore, incapables de dater précisément le début de cette œuvre monumentale. Ces civilisations effacées se manifestent aussi dans les profondeurs marines. Au large des côtes du Japon, près de l'île de Yonaguni, des plongeurs ont découvert en 1987 ce qui semble être une structure monumentale engloutie. Des terrasses, des escaliers, des plateformes taillées dans la roche s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres. Les avis divergent, certains y voient une formation naturelle, sculptée par les vagues et le temps, d'autres y reconnaissent la main de bâtisseurs disparus, dont les œuvres ont été avalées par la montée des océans il y a environ 12 000 ans. L'image est saisissante. Des ruines sous-marines, vestiges possibles d'une civilisation oubliée, gisant dans le silence de l'océan. Les mythes, eux, gardent une mémoire tenace. Les Grecs parlaient de l'Atlantide, un empire florissant englouti par les flots en une seule nuit. Les Indiens d'Amérique évoquent des terres ancestrales disparues dans les eaux, des foyers originels qu'ils ont dû abandonner. Dans le Pacifique, les Polynésiens racontent des migrations à travers des continents aujourd'hui engloutis. Ces récits, qui sont souvent classés comme légendes, dessinent pourtant un motif récurrent, celui de civilisations entières effacées par des cataclysmes. En Inde, les textes sanskrits des Puranas et du Mahabharata décrivent ainsi des cités splendides, dotées d'armes et de véhicules aériens appelés Vimanas. Certains y voient des métaphores,
d'autres des souvenirs lointains d'une civilisation avancée. À Dwarka, sur la côte ouest de l'Inde, des ruines sous-marines découvertes au début des années 2000 semblent confirmer en partie ces récits. Un réseau de structures en pierre, englouties sous plusieurs mètres d'eau, dont certaines datations suggèrent un âge de 9000 ans. Là encore, le récit officiel hésite à intégrer une telle chronologie, préférant laisser ces fragments dans une zone grise. Il était frappant de constater que ces souvenirs d'âges disparus se retrouvent partout, mais aussi qu'ils se rejoignent dans leurs motifs. Un âge d'or oublié, une catastrophe dévastatrice, puis la reconstruction par des survivants. L'histoire officielle préfère une progression linéaire, mais le monde ancien semble nous parler de cycles, de civilisations s'élevant puis disparaissant, emportées par les forces de la nature ou par leur propre excès. Les preuves matérielles, bien que fragmentaires, abondent. Des outils de pierre trop sophistiqués pour les périodes auxquelles ils sont attribués. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, qui montrent les côtes de l'Antarctique avec une précision surprenante à une époque où la glace recouvrait déjà le continent. Des alignements astronomiques, comme à Stonehenge ou à Nabta Playa, qui témoignent d'une connaissance du ciel bien antérieure à l'agriculture elle-même. Si ces fragments paraissent isolés, ils composent ensemble un réseau de signes. Comme un palimpseste où l'écriture visible masque des traces plus anciennes, notre histoire officielle semble n'être qu'une couche récente posée sur des mémoires effacées. Peut-être que ces civilisations oubliées n'ont pas disparu totalement, mais qu'elles vivent encore dans nos mythes, nos symboles, nos génomes. Peut-être que ce que nous appelons progrès n'est qu'un recommencement, une réinvention de savoirs jadis connus puis perdus. Les civilisations effacées se tiennent comme des fantômes à la lisière de nos certitudes. Elles ne réclament pas d'être crues aveuglément, mais de ne pas être ignorées. Elles sont les témoins silencieux d'un passé qui nous échappe, d'une humanité plus ancienne, plus vaste, dont nous avons perdu les clés. Et si ces fragments dispersés persistent malgré l'oubli, c'est peut-être pour nous rappeler que l'histoire ne commence pas avec l'écriture, mais bien avant, dans l'écho des mondes effacés. Les pierres volées sont plus anciennes que nos mots. Elles se tiennent immobiles, patientes, témoins muets d'ères révolues. Pourtant, lorsqu'on les observe attentivement, elles semblent transporter des cicatrices, des formes, des sens, des orientations qui échappent au simple hasard géologique. Certaines se dressent, taillées et assemblées, dans un silence qui défie le temps. Et parfois, elles paraissent de plus anciennes que les mythes eux-mêmes, comme si elles avaient précédé les récits censés leur donner un sens. Prenons le cas de Göbekli Tepe en Turquie, déjà évoqué, mais dont la profondeur mérite qu'on s'y attarde. Découvert à la fin du XXe siècle, ce complexe mégalithique bouleverse l'ensemble de nos chronologies. Daté d'au moins 11 000 ans, il est plus ancien que Stonehenge, plus ancien que les pyramides, et surtout plus ancien que l'agriculture organisée. Sur une colline volontairement recouverte de terre, des cercles de colonnes massives se dressent, décorés de reliefs animaliers et de symboles abstraits. Les chasseurs-cueilleurs, qui auraient été dû, selon les manuels, ignorer l'art de bâtir, ont pourtant érigé une architecture monumentale, conçue avec une vision symbolique et cosmique. Ces pierres, plus anciennes que tout mythe écrit, laissent deviner une société qui possédait déjà des croyances complexes et une organisation technique avancée. Et Göbekli Tepe n'est pas seul. D'autres sites, moins connus, commencent à émerger dans le paysage archéologique. En Jordanie, le site de Khirbet al-Batraoui révèle des structures de fortifiées vieilles de plus de 5000 ans, avec des murailles monumentales, suggérant une urbanisation bien plus ancienne que ce que l'on croyait dans cette région. En Israël, les fouilles de Rujm el-Hiri dévoilent un immense cercle de pierres, surnommé le Stonehenge du Moyen-Orient, datant de plusieurs millénaires. Ces formations circulaires, parfois astronomiquement alignées, rappellent que les pierres étaient déjà, dans les âges les plus reculés, des marqueurs de mémoire et d'observation. Les pierres anciennes ne se limiteront pas au Proche-Orient. Dans les îles britanniques, avant même l'apparition des Celtes, les populations ont érigé des cercles de menhirs, comme à Avebury et à Stonehenge. Si Stonehenge est aujourd'hui célèbre, il ne livre pourtant toujours pas ses secrets. Ces phases de construction s'étendent sur plus de 1500 ans, et les alignements astronomiques qu'il suggère témoignent d'un savoir précis des solstices et des cycles lunaires. Mais les mythes qui entourent Stonehenge, druides, rituels, cultes solaires, sont bien plus récents que les pierres elles-mêmes. Les bâtisseurs, eux, n'ont laissé aucune écriture. Seules les pierres subsistent énigmatiques,
plus anciennes que les récits ultérieurs qui tentèrent de leur donner un sens. L'énigme se répète sur d'autres continents. En Éthiopie, les stèles d'Aksum rappellent une civilisation antique. Mais Attila, un site mégalithique mystérieux, présente des pierres dressées, décorées de spomnies de symboles énigmatiques, dont l'origine remonte à une période encore mal définie. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Gambie, des cercles de pierres massives témoignent d'un savoir rituel et technique vieux de plusieurs siècles, peut-être de plusieurs millénaires. Ces monuments, souvent ignorés du grand public, montrent pourtant que les pierres servaient de langage universel, un langage antérieur aux mythes régionaux. Dans les Andes, les pierres semblent se rebeller contre toute datation. À Pumapunku, les blocs taillés en forme de hache, polis avec une précision quasi industrielle, posent une question obsédante. Comment une civilisation précolombienne a-t-elle pu atteindre une telle perfection dans la taille de la pierre, sans outils métalliques connus, sans technologie moderne ? Ces blocs, pesant parfois des dizaines de tonnes, s'emboîtent comme des pièces de puzzle, défiant les explications simples. Les récits andins parlent de dieux bâtisseurs, mais les pierres demeurent muettes, plus vieilles que les récits qui cherchent à les expliquer. Les pierres sous-marines ne sont pas en reste. Au large de Cuba, des explorateurs sonars ont détecté ce qui pourrait être un réseau de structures régulières, gisant à plus de 600 mètres de profondeur. Bien que les preuves demeurent floues, l'idée de cité engloutie n'est pas isolée. À Yonaguni, au Japon, les terrasses et plateformes rocheuses semblent avoir été taillées, comme si une architecture entière reposait aujourd'hui sous l'océan. Ces pierres englouties, si elles sont bien d'origine humaine, précéderaient tant de loin les mythes marins qui parlent d'Atlantide ou de continents disparus. Les pierres plus anciennes que les mythes ne se contenteront pas d'exister. Elles dialoguent avec le ciel. Les alignements mégalithiques de Karnak, en Bretagne, couvrent plusieurs kilomètres. Des milliers de pierres dressées, alignées avec une précision qui semble répondre à des logiques astronomiques ou énergétiques encore mal comprises. Pourquoi ériger un tel champ de menhir ? Était-ce un observatoire, un lieu rituel, un code de pierre destiné aux générations futures ? Les récits celtiques ultérieurs tentèrent d'intégrer ces pierres dans leurs légendes, mais la vérité est que les pierres étaient déjà là, silencieuses, avant que les mythes ne les entourent de récits de géants et de dieux. Les géologues eux-mêmes sont parfois confrontés à des énigmes. Certains affirment que des marques de taille visibles sur des pierres datées de dizaines de milliers d'années pourraient indiquer des manipulations humaines, bien avant que les manuels n'autorisent l'existence de bâtisseurs. Dans les grottes de France ou d'Espagne, à côté des peintures pariétales, on retrouve des gravures sur pierre dont le sens demeure obscur. Ces signes, plus anciens que l'écriture, suggèrent un langage symbolique préservé dans la dureté minérale. Ce qui se dégage de ces observations, c'est une constance. Les pierres survivent là où les récits s'effacent. Elles demeurent comme des témoins matériels d'un âge où l'humanité, ou peut-être plusieurs humanités, cherchait à inscrire son passage dans la durée. Si les mythes ont pour fonction de transmettre la mémoire, les pierres semblent, elles, incarner cette mémoire dans la matière elle-même. Et lorsqu'elles paraissent plus anciennes que les mythes, elles laissent entrevoir une vérité dérangeante. L'homme a peut-être su bâtir, organiser, observer le ciel et célébrer ses dieux bien avant que les récits écrits ne commencent. Ainsi, chaque bloc taillé, chaque cercle dressé, chaque stèle alignée est une question suspendue dans le temps. Elle semble nous rappeler que l'histoire de l'humanité ne peut se réduire aux limites de l'écriture. Elles sont là, massives, patientes, plus anciennes que les mythes, et dans leur silence, elles suggèrent l'existence de bâtisseurs oubliés, de savoirs perdus. Et de ces pierres émane une invitation. Cherchez l'ombre des bâtisseurs sans nom. Lorsque l'on contemple les monuments les plus anciens, un vertige naît. Qui en fut réellement l'architecte ? Derrière les pierres polies et les temples cyclopéens, un mystère persiste, celui des bâtisseurs dont nous avons perdu les noms. Ils ne se sont pas inscrits dans l'histoire écrite, mais leurs œuvres demeurent, massives, indestructibles, défiant les siècles et l'oubli. À travers le monde, ces bâtisseurs anonymes semblent avoir suivi une logique commune, comme si une connaissance universelle les guidait. Les pyramides en sont l'exemple le plus frappant. En Égypte, elles dominent le désert, gigantesques, dressées vers le ciel avec une précision astronomique. Les pyramides de Gizeh, alignées sur la ceinture d'Orion, intriguent par leurs proportions, leur géométrie, leur orientation. Les archéologues attribuent leur édification aux pharaons de l'Ancien Empire, mais le mystère demeure entier,
Comment des blocs de plusieurs tonnes furent-ils extraits, transportés, ajustés avec une telle exactitude en une époque que l'on dit dépourvue de machines complexes? Or, l'Égypte n'est pas la seule à porter l'empreinte de ces bâtisseurs inconnus. De l'autre côté de l'Atlantique, au Mexique, les pyramides de Téotihuacan reproduisent elles aussi des constellations célestes. Leur disposition, leur monumentalité et leur symbolisme révèlent une compréhension du cosmos qui semble universelle. Les Mayas, bien plus tard, reprirent cette architecture et la lièrent à leur rituel, mais le plan originel de Téotihuacan demeure enveloppé de mystères. Qui conçut cette cité et pourquoi son véritable fondateur demeure-t-il dans l'ombre? Le motif pyramidal se répète encore. En Chine, des collines artificielles recouvrent de vastes pyramides oubliées, interdites au public par les autorités. Au Soudan, les pyramides nubiennes s'étendent alors par centaines, témoins d'une civilisation parallèle. Même en Europe, certains tertres et monticules semblent reprendre le schéma de l'élévation monumentale. Cette récurrence laisse deviner une logique partagée, comme si les bâtisseurs sans nom avaient en transmis une matrice architecturale que les civilisations ultérieures ont héritée, parfois sans en comprendre la profondeur. Mais les pyramides ne sont qu'une facette. Les mégalithes, eux aussi, témoignent d'un savoir collectif. À Baalbek, au Liban, un temple colossal repose sur des blocs dont certains pèsent plus de 1000 tonnes. Ces pierres, surnommées trilitons, sont si massives que même nos engins modernes auraient du mal à les déplacer. Pourtant, elles furent posées avec une précision parfaite, comme si les bâtisseurs maîtrisaient une technique aujourd'hui disparue. Qui étaient-ils, ces ouvriers de l'impossible? Et pourquoi leurs noms se sont-ils effacés, alors que leurs œuvres défient encore nos capacités? À l'île de Pâques, les statues Moai scrutent l'horizon, hiératiques, dressées comme des sentinelles muettes. Les Pascouans racontent que leurs ancêtres avaient le pouvoir de faire marcher ces géants de pierre, grâce à des chants et à une force mystérieuse. Les archéologues proposent des hypothèses d'ingénierie, mais l'ombre des bâtisseurs plane toujours. Car au-delà de la technique, c'est le roi sans escute des coins, c'est le sens qui échappe. Pourquoi ériger ces visages colossaux? Pourquoi les tourner vers l'intérieur de l'île, comme pour protéger une mémoire perdue? Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on considère l'orientation astronomique de nombreux sites. À Chichen Itza, au Mexique, le temple de Kukulkan est construit de manière à ce que, aux équinoxes, l'ombre d'un serpent ondulant descende l'escalier. À Newgrange, en Irlande, un tumulus vieux de 5000 ans s'illumine à l'intérieur seulement lors du solstice d'hiver, lorsque les rayons du soleil atteignent son couloir central. Ces alignements ne sont pas le fruit du hasard. Ils démontrent une compréhension du ciel et des cycles cosmiques d'une exactitude qui étonne. Comment ces bâtisseurs, que l'on croit primitifs, ont-ils pu obtenir un tel degré de précision? Certains chercheurs avancent l'idée que ces bâtisseurs anonymes n'étaient pas seulement des architectes, mais aussi des détenteurs de connaissances universelles. L'astronomie, la géométrie, l'acoustique semblent avoir guidé leurs travaux. Dans certains temples, comme à Chavin de Huántar, au Pérou, les couloirs souterrains produisent des effets sonores qui créent une atmosphère de transe. À Palenque, des bas-reliefs suggèrent des compréhensions symboliques du cosmos. Tout se passe comme si ces bâtisseurs avaient voulu inscrire dans la pierre un savoir destiné à survivre aux âges, un savoir codé, accessible seulement à ceux qui sauraient laisser le lire. Pourtant, leurs identités demeurent effacées. Les peuples ultérieurs ont souvent attribué ces constructions à des dieux, à des géants ou à des ancêtres mythiques. Les Incas disaient que les murailles cyclopéennes de Cusco avaient été érigées par les Viracocha, des êtres mystérieux venus avant eux. Les Égyptiens eux-mêmes regardaient leurs pyramides comme des héritages divins. Partout, l'ombre des bâtisseurs s'efface derrière les mythes. Cette absence de nom interroge. Était-elle volontaire? Peut-être ces bâtisseurs savaient-ils que leurs œuvres ne leur appartenaient pas, qu'elles devaient en traverser les âges comme des messages universels. Peut-être voulaient-ils disparaître derrière la pierre, laissant à l'humanité future le soin de deviner leur message. Ou peut-être furent-ils simplement engloutis par les cataclysmes, effacés par le temps, tandis que leurs constructions seules survécurent. L'ombre des bâtisseurs sans nom plane encore sur les ruines et sur nos esprits. Elle incarne le souvenir d'un savoir perdu, d'une humanité plus ancienne, plus savante qu'on ne l'imagine. Et partout où ces pierres persistent, une impression s'impose. Nous ne sommes pas les premiers à avoir cherché à comprendre le ciel, à défier la matière,
à inscrire notre mémoire dans la roche. D'autres l'ont fait avant nous dans un âge dont nous avons perdu les contours. Et tandis que nous tentons de comprendre qui ils étaient, un autre mystère se dessine. Les langues venues d'un silence profond, écho d'une mémoire qui précède nos alphabets. Avant les alphabets, avant les tablettes gravées et les rouleaux d'argile, l'humanité s'exprimait déjà. Elle le faisait avec des chants, des incantations, des symboles tracés dans la pierre, des sons portés par le souffle et la mémoire. Le langage est plus ancien que l'écriture, et certains indices suggèrent qu'il pourrait remonter à un passé bien plus lointain que celui que la science officielle nous concède. Ces langues, issues d'un silence profond, semblent avoir laissé des traces dans nos mythes, nos traditions orales et jusque dans les racines de nos mots modernes. Lorsque l'on évoque les langues anciennes, on pense aux hiéroglyphes égyptiens, aux sumériens ou au sanskrit védique. Mais ces langues, bien qu'extrêmement anciennes, ne sont pas les plus anciennes. Elles appartiennent déjà à des civilisations établies, dotées d'archives, de rois, de structures sociales complexes. Le silence qui précède ces langues officielles reste obscur. Pourtant, dans certaines grottes, dans des signes gravés sur des os et des pierres, apparaissent des fragments de ce langage perdu. Les symboles retrouvés à Blombos, en Afrique du Sud, datés de plus de 70 000 ans, témoignent d'un système graphique abstrait. Ces traits géométriques, répétés, ne semblent pas avoir été décoratifs. Ils pourraient constituer l'une des premières tentatives de communication symbolique, antérieure de dizaines de millénaires à l'écriture. En Europe, les grottes de Lascaux ou de Chauvet révèlent non seulement un art figuratif, mais aussi des signes répétitifs. Points, traits, quadrillages. Certains chercheurs y voient une proto-écriture, un code visuel accompagnant les images. Peut-être ces symboles indiquaient-ils des cycles lunaires, des saisons ou des récits mythologiques. Si tel est le cas, ces signes seraient les premiers échos d'une langue disparue, venue d'un silence si ancien qu'aucun mot n'en demeure. Mais le langage ne se réduit pas aux signes visibles. Les traditions orales, elles aussi, semblent porter des mémoires millénaires. Les peuples aborigènes d'Australie transmettent depuis au moins 40 000 ans des chants appelés songlin. Ces chants décrivent des paysages, des itinéraires, des points d'eau, avec une précision telle qu'ils servent encore de carte vivante. Plus étonnant encore, certains songlin évoquent des côtes aujourd'hui englouties, confirmées par la géologie comme existant avant la montée des océans, il y a 10 000 ans. Ces récits prouvent qu'une langue, sous forme de chant, a pu survivre intacte pendant des dizaines de millénaires, défiant l'érosion du temps. Au Japon, les traditions orales des Ainus, peuples autochtones, gardent aussi des récits d'âge reculé où les dieux conversaient avec les hommes. En Amérique, les tribus Hopi et Navajo conservent des histoires de migration successives à travers des mondes détruits, récits transmis sans écriture mais portés par le souffle des ancêtres. Ces langues nées du silence profond se révèlent comme des archives vivantes, conservées dans la mémoire collective. L'étude comparée des langues modernes laisse aussi entrevoir des racines partagées, vestiges d'un tronc commun plus ancien. Les linguistes parlent de la famille indo-européenne, dont les langues s'étendent de l'Inde à l'Europe. Mais certains chercheurs, plus audacieux, évoquent la possibilité d'une langue mère plus ancienne encore, un proto-langage dont les fragments résonneraient dans les mots que nous utilisons aujourd'hui. Certains sons, certaines structures grammaticales se répètent dans des langues éloignées géographiquement, comme si elles avaient jailli d'une même source bien avant la dispersion des peuples. Au-delà des hypothèses linguistiques, il existe aussi des témoignages plus mystérieux. Les tablettes de l'île de Pâques, connues sous le nom de Rongorongo, portent une écriture encore indéchiffrée. Personne ne sait si elles sont réellement une écriture complète ou un système mnémotechnique. Elles semblent être l'écho d'un savoir ancien, préservé jusqu'à une époque récente, puis perdu avec l'arrivée des colonisateurs. Cette écriture non déchiffrée se dresse comme un vestige d'une langue oubliée, peut-être issue d'un temps plus lointain. Certains récits mythologiques évoquent aussi des langues originelles. Dans la Genèse, l'humanité parlait une seule langue avant la dispersion de Babel. Dans les traditions védiques, il était question du Vak, la parole primordiale, par laquelle le monde fut créé. Les Dogons du Mali parlent du Nomo, un langage venu des étoiles, qui enseigna aux hommes les fondements de la société. Ces mythes, au-delà de leur dimension symbolique, pourraient garder la mémoire déformée d'une langue universelle, parlée dans un âge oublié, avant que les cultures ne se dispersent et n'inventent leurs propres idiomes.
il est aussi frappant de constater que de nombreuses traditions associent la langue au pouvoir de création. Les Égyptiens considéraient que nommer une chose, c'était lui donner vie. Dans la Kabbale, les lettres hébraïques étaient porteuses d'une énergie cosmique. Les chamans sibériens et amazoniens affirment que certains chants ouvrent des portes entre les mondes. Ces croyances témoignent d'une vision ancienne. Le langage n'était pas seulement un outil de communication, mais une force vivante, capable de relier l'homme au cosmos. Les langues venues d'un silence profond ne nous sont pas toutes parvenues. Beaucoup se sont éteintes sans laisser de traces. Pourtant, leurs échos persistent, dans les racines de nos mots, dans les chants traditionnels, dans les symboles gravés sur la pierre. Elles forment une mémoire parallèle, discrète mais tenace. Elles semblent nous rappeler que la parole, avant d'être écrite, fut un souffle sacré, une manière de relier l'homme à l'univers. Lorsque nous observons ces traces, un vertige s'installe. Car si des langues ont survécu pendant 40 000 ans dans la mémoire de peuples isolés, combien d'autres, plus anciennes encore, ont disparu sans retour? Combien de systèmes symboliques, de récits, de chants se sont dissous dans le silence, emportant avec eux une part de notre identité? Et pourtant, le silence n'est jamais complet. Il reste des indices, des bribes, des échos. Il nous invite à écouter autrement, à considérer que les langues ne sont pas seulement des outils humains, mais peut-être aussi des héritages d'âges perdus. Et derrière ce silence, une autre question se dessine. Plus vaste encore, si ces peuples anciens maîtrisaient des langues capables de traverser les millénaires, quel savoir astronomique caché dans ces chants et ces symboles ont-ils transmis aux générations futures? Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous retrouvons un geste universel, immuable. Depuis des millénaires, l'homme contemple les étoiles, cherchant dans leur disposition des repères d'encantant, des récits, peut-être même un sens caché. Mais ce qui frappe, c'est c'est la précision avec laquelle certaines civilisations très anciennes observaient et enregistraient les mouvements célestes. À une époque où l'on nous dit que l'humanité était encore primitive, de simples agriculteurs ou pasteurs auraient pourtant possédé des connaissances astronomiques d'une étonnante exactitude. Ces savoirs, gravés dans la pierre et dans la mémoire, semblent venir d'un horizon plus lointain que celui reconnu par l'histoire officielle. À Stonehenge, en Angleterre, les pierres dressées ne forment pas seulement un cercle monumental. Elles sont alignées avec le lever du soleil au solstice d'été, et certaines pierres qui le marquent aussi les positions lunaires extrêmes. Cet observatoire, vieux de plus de 4000 ans, révèle une maîtrise des cycles solaires et lunaires que la science moderne n'a redécouverte qu'au prix de siècles d'observation. Pourquoi ces peuples, que l'on dit simples, ont-ils ressenti le besoin de fixer dans la pierre un calendrier céleste aussi complexe? Était-ce pour réguler leurs semailles et leurs récoltes, ou bien pour répondre à un besoin plus spirituel, plus cosmique que nous avons oublié? Plus loin, en Égypte, les pyramides et les temples révèlent une obsession similaire pour le ciel. La grande pyramide de Khéops est orientée avec une précision stupéfiante vers les points cardinaux. Ses couloirs internes semblent pointer vers certaines étoiles comme Sirius ou Orion, étoile centrale dans la cosmologie égyptienne. Les textes des pyramides évoquent l'ascension de l'âme du pharaon vers les étoiles impérissables. Ici, le savoir astronomique n'était pas seulement pratique, il liait le destin de l'homme au cycle éternel des astres. Dans la vallée de l'Indus, à Harappa et Mohenjo-Daro, certaines structures semblent avoir été conçues selon des alignements célestes. En Inde, les Védas, textes parmi les plus anciens de l'humanité, contiennent des descriptions détaillées des mouvements planétaires, des éclipses, des équinoxes. Des milliers d'années avant notre ère, ces peuples observèrent déjà les conjonctions célestes avec une précision presque scientifique. Comment expliquer que des textes aussi anciens possèdent maintenant une telle exactitude, alors que, selon l'histoire officielle, les instruments nécessaires n'existaient pas encore? Les Mayas et les Aztèques, en Amérique centrale, furent aussi des astronomes remarquables. Leur calendrier solaire, basé sur une année de 365 jours, surpassait en précision le calendrier julien utilisé en Europe jusqu'à l'époque moderne. Les temples mayas étaient reconstruits de façon à ce que les jeux d'ombre et de lumière révèlent, aux équinoxes et aux solstices, des symboles religieux, comme le serpent ondulant de Chichen Itza. Leurs codex, bien que brûlés en grande partie par les missionnaires espagnols, contiennent des calculs astronomiques avancés, capables de prédire les éclipses des siècles à l'avance. Était-ce le fruit de longues générations d'observations, ou bien l'héritage d'un savoir plus ancien,
transmis depuis des âges oubliés, les Incas, dans les Andes, avaient eux aussi un rapport intime avec le ciel. Cusco, leur capitale, était conçue selon un plan en forme de puma, animal sacré. Les lignes de Nazca, tracées dans le désert, ne sont visibles que depuis le ciel et s'étendent sur des kilomètres. Certains chercheurs pensent qu'elles servaient d'observatoires astronomiques géants, permettant de suivre les cycles stellaires. D'autres y voient des représentations symboliques, des prières gravées dans le sol à destination des dieux célestes. Quoi qu'il en soit, elles rappellent que l'astronomie était au cœur des préoccupations de peuples que l'on dit encore empreintes et primitifs. En Afrique, le peuple Dogon du Mali possède une tradition orale fascinante. Selon leurs récits, leurs ancêtres connaissaient déjà l'existence de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu et découverte seulement au XIXe siècle grâce aux télescopes modernes. Les Dogons parlent d'orbites, de cycles stellaires, de visiteurs célestes. Les anthropologues débattent encore. S'agit-il de transmissions modernes intégrées dans leurs mythes ou bien d'un héritage d'une connaissance astronomique insoupçonnée ? L'énigme demeure et avec elle, une question plus vaste. Comment des peuples sans technologie moderne pouvaient-ils connaître des détails qui échappaient même à la science occidentale, jusqu'à récemment ? Même en Océanie, les anciens Polynésiens naviguaient à travers l'immensité du Pacifique en suivant uniquement les étoiles. Leur connaissance du ciel était ainsi précise qu'ils pouvaient parcourir des milliers de kilomètres, reliant des îles minuscules perdues dans l'océan. Leurs chants et leurs cartes mentales, transmises de génération en génération, constituaient un savoir astronomique et nautique d'une sophistication que nous commençons seulement à redécouvrir. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'universalité de ce savoir, mais son ancienneté. Partout sur la Terre, les peuples les plus anciens ont inscrit leur vie dans le mouvement du ciel. Ils savaient que l'homme n'est pas séparé du cosmos, mais inscrit dans ses rythmes. Leurs alignements de pierres, leurs temples, leurs récits étaient autant de calendriers, de cartes célestes, de ponts entre la Terre et l'univers. Et si ce savoir astronomique venait d'encore plus loin ? Certains chercheurs avancent que ces connaissances auraient pu être héritées d'une civilisation antérieure, disparue, dont la mémoire se serait fragmentée mais transmise à travers les mythes et les monuments. Les Atlantes de Platon, les anciens bâtisseurs andins, les peuples engloutis des récits polynésiens, tous auraient laissé une part de leur science du ciel à ceux qui leur ont succédé. Ces hypothèses, souvent rejetées par l'orthodoxie scientifique, trouvent néanmoins un écho troublant dans l'uniformité des observations. Pourquoi retrouve-t-on partout cette obsession pour Orion, Sirius, les Pléiades ? Pourquoi ces étoiles reviennent-elles sans cesse dans les mythes de civilisations séparées par des océans ? Peut-être parce que ces constellations étaient loin déjà sacrées pour une humanité plus ancienne, qui a transmis leur importance à ses héritiers. Le savoir astronomique des anciens peuples n'était pas seulement une science, il était une cosmologie, une manière de comprendre la place de l'homme dans l'univers. Aujourd'hui, nous séparons la science de la spiritualité, mais dans les âges anciens, elles étaient unies. Observer les étoiles, c'était comprendre le temps, l'ordre cosmique, la destinée des hommes. Ces monuments, ces mythes, ces chants sont les témoins d'un savoir qui nous dépasse encore. Ils nous invitent à regarder le ciel autrement, à y chercher non seulement des lois physiques, mais aussi des mémoires, des traces de ce que furent nos ancêtres. Et derrière ces constellations répétées, derrière ces alignements dits précis, une autre question se lève. Pourquoi retrouve-t-on les mêmes mythes, les mêmes histoires, aux quatre coins du monde ? Des récits jumeaux comme si un souvenir commun, plus ancien que l'histoire, avait traversé les océans et les millénaires. Si l'on écoute les récits des anciens peuples, on découvre une étrange résonance. Des histoires semblables émergent sur des continents séparés par des océans immenses, portés par des cultures qui, selon l'histoire officielle, n'auraient jamais eu de contact. Pourtant, les thèmes se répètent, un âge d'or brisé, un déluge qui engloutit les terres, des dieux venus du ciel, des survivants guidés par la sagesse ou par la ruse. Ces mythes jumeaux, répandus aux quatre coins du monde, ressemblent à des fragments d'une mémoire commune, altérés par le temps mais jamais totalement effacés. L'exemple le plus connu est celui du déluge. Dans la Bible, l'épisode de Noé raconte comment les eaux recouvrirent dans la terre, épargnant seulement un homme et sa famille. Mais ce récit n'est pas unique. En Mésopotamie, bien avant l'Ancien Testament, l'épopée de Gilgamesh décrivait déjà Utanapishtim, un homme choisi par les dieux pour survivre à un cataclysme aquatique grâce à une arche.
En Inde, les textes védiques parlent de Manu, sauvé par un poisson divin qui l'avertit de la montée des eaux. Chez les Grecs, Deucalion et Pyrrha survivent au déluge envoyé par Zeus en construisant une embarcation. En Amérique, les peuples Hopi, Mayas et Quechuas racontent eux aussi des déluges qui détruisirent dans les âges précédents. En Océanie, en Polynésie, on retrouve encore ce motif. Comment expliquer qu'un même récit, celui de l'humanité effacée par l'eau puis régénérée, traverse autant de cultures isolées? Un autre motif récurrent est celui de l'âge d'or, suivi d'une chute. Les Grecs parlaient des âges de l'humanité. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, puis l'âge de fer, marqué par la dégénérescence. Dans les textes hindous, on retrouve une division similaire, le Satya Yuga, âge de vérité et d'harmonie, suivi de yuga déclinant jusqu'à l'actuel Kali Yuga, ère de confusion et de perte spirituelle. Les Aztèques, eux, parlaient en grec de soleil successifs, monde créé et détruit par les dieux. Ces récits de Nsiakan dispersés sur la planète parlent tous d'un passé glorieux, puis d'une rupture, d'une décadence, comme si l'humanité avait connu des cycles de grandeur et de chute. Les mythes jumeaux ne se limitent pas au déluge et aux âges. Ils concernent aussi l'origine des hommes. En Afrique, chez les Dogons, les nomos venus du ciel auraient apporté la connaissance. En Amérique centrale, les Mayas racontent que les dieux créèrent plusieurs humanités successives. La première faite de boue, la deuxième de bois, et enfin celle de maïs, qui est la nôtre. En Grèce, Prométhée façonne les hommes à partir d'argile. Dans la Bible, Adam est formé de la poussière de la terre. Partout, le même schéma. L'homme naît de la terre ou de la glaise, animé par un souffle ou par l'intervention divine. Un autre motif étrange relie les continents, celui des êtres venus du ciel. Dans les traditions sumériennes, les Anunnaki descendent sur terre pour régner sur les hommes. Les Égyptiens parlent de dieux solaires, fils de Ré, qui transmettent la civilisation. Les aborigènes d'Australie racontent que les êtres du temps du rêve descendirent des étoiles pour modeler le monde. Les peuples amérindiens évoquent des frères terrestres des étoiles venus enseigner l'agriculture et la médecine. Ces récits, malgré leurs différences, portent tout l'empreinte d'un souvenir commun. Des êtres supérieurs, liés aux étoiles, auraient guidé les débuts de l'humanité. Les similitudes touchent aussi aux catastrophes cosmiques. De nombreuses cultures parlent d'un feu tombé du ciel, de la foudre des dieux ou de dragons flamboyants. Les chroniques chinoises décrivent des étoiles ardentes s'écrasant sur la Terre. Les Mayas relient la fin des soleils à des astres destructeurs. Les récits nordiques parlent de la chute de la foudre de Thor et du feu du Ragnarök. Ces histoires me rappellent peut-être l'impact d'astéroïdes ou de comètes, gravés dans la mémoire collective et transformés en récits des mythiques. Il existe aussi une résonance étonnante autour de certaines constellations. Les Pléiades, petit amas d'étoiles visibles à l'œil nu, apparaissent dans les traditions grecques, mais aussi dans les légendes des Maoris de Nouvelle-Zélande, des Lakota d'Amérique du Nord et des Japonais, qui les appellent Subaru. Partout, elles sont associées à un récit d'ancêtres ou de guides venus d'ailleurs. Orion, lui aussi, revient inlassablement. Les alignements des pyramides, les mythes égyptiens, les traditions d'Afrique et d'Amérique du Sud convergent vers cette constellation. Pourquoi ce motif est-il universel ? Peut-être parce que les étoiles les plus brillantes étaient des repères naturels, ou peut-être parce qu'elles avaient déjà une signification sacrée transmise depuis une époque immémoriale. Certains chercheurs avancent que ces mythes jumeaux sont la preuve d'un tronc commun culturel. Peut-être exista-t-il une civilisation mère, disparue lors d'un cataclysme, mais dont les survivants auraient transmis leurs récits aux quatre coins du monde. Cette hypothèse expliquerait la récurrence de thèmes universels, malgré l'isolement géographique des peuples. D'autres pensent donc que ces récits sont des archétypes, des symboles surgissent spontanément dans l'esprit humain. Mais l'uniformité des détails, la précision des motifs, invitent à ne pas les réduire à de simples coïncidences. Les mythes jumeaux ont une fonction. Ils gardent la mémoire de ce qui ne pouvait être transmis autrement. Quand l'écriture n'existait pas encore, quand les pierres seules ne suffisaient pas, c'est par les récits que l'humanité a gravé son histoire. Ces histoires ont traversé les générations, parfois déformées mais toujours vivantes. Elles sont des archives orales, plus résistantes qu'on ne l'imagine. Ce qui fascine, c'est la manière dont elles se rejoignent,
comme si elles cherchèrent à nous parler d'un passé commun, effacé des chronologies officielles. Les déluges, les âges d'or, les dieux venus du ciel, les constellations sacrées, autant de fragments d'une mémoire qui nous échappe encore, et lorsque l'on assemble ces fragments, une impression troublante surgit. L'humanité porte en elle le souvenir d'événements qui la dépassent, inscrits dans ces mythes comme des cicatrices sont collectives, et derrière ces récits répétés, une nouvelle énigme s'annonce. Qui étaient en ces dieux tombés du ciel, ces étrangers mythiques que tant de peuples disent avoir vus descendre parmi eux? Depuis les premiers récits transmis au coin du feu, une image revient avec une insistance étrange, celle d'êtres venus du ciel. Ils descendent dans des colonnes de lumière, surgissent dans des nuages ou apparaissent d'où dans des engins flamboyants. Ils enseignent, règnent ou engendrent les lignées royales. Ils sont appelés dieux, messagers, fils des étoiles. Mais derrière le voile du mythe, certains se demandent « et si ces récits n'étaient pas seulement symboliques ? Et si ces dieux tombés du ciel étaient le souvenir d'étrangers bien réels, venus d'ailleurs, dans un passé dont nous avons perdu la clé ?» En Mésopotamie, les tablettes sumériennes racontent l'histoire des Anunnaki, des divinités descendues du ciel pour régner sur la terre. Elles sont décrites comme des êtres puissants, parfois bienveillants, parfois implacables, qui auraient antéfondé les premières cités et enseigné aux hommes l'agriculture, l'écriture, les lois. Ces récits, gravés il y a plus de 4000 ans, sont parmi les plus anciens textes connus. Leur récurrence intrigue. Pourquoi les Sumériens, qui ont inauguré l'histoire écrite, situent-ils leur savoir comme un héritage venu des cieux? En Égypte, les pharaons se proclamaient entre fils de Ré, descendants des dieux solaires. Les textes des pyramides décrivent l'ascension des rois vers les étoiles, rejoignant la demeure des dieux. Osiris, Isis, Horus, autant de figures liées au ciel, aux constellations, aux cycles solaires et lunaires. Les hiéroglyphes racontent que les dieux vinrent sur la barque céleste. Là encore, l'image de visiteurs venus d'en haut imprègne toute la cosmologie. Dans les Andes, les récits parlent de Viracocha, un dieu barbu venu d'au-delà de l'océan, qui aurait enseigné au peuple primitif l'art de la civilisation avant de disparaître. Certains chroniqueurs espagnols furent frappés de voir les Indiens décrire cet être comme un homme à la peau claire, différent de leur apparence. Était-ce un mythe localisé ou la mémoire d'une rencontre? En Inde, les épopées védiques regorgent de descriptions de Vimana, machine volante utilisée par les dieux. Le Mahabharata raconte des batailles dans les cieux où des armes lumineuses dévastent des armées entières. Les descriptions rappellent parfois étrangement des technologies modernes. Chars volants, projectiles incandescents, rayonnements. Pour les exégètes, ce ne sont que métaphores, mais certains y voient les traces d'un souvenir ancien, transmis sous forme de récits sacrés. Chez les Dogons du Mali, la tradition parle des Nomos, êtres venus de Sirius, qui auraient apporté aux hommes les bases de la vie sociale et religieuse. Ces récits s'accompagnent de connaissances astronomiques troublantes. La description de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu, dont l'existence ne fut confirmée par la science qu'au XIXe siècle. Faut-il y voir un hasard, ou bien la trace d'un savoir transmis par des visiteurs? En Australie, les aborigènes évoquent les êtres du temps du rêve, descendus des étoiles pour modeler la Terre et enseigner les lois de la vie. En Amérique du Nord, les Hopis parlent des Kachinas, esprits venus du ciel qui leur ont appris les rites et les cycles agricoles. Chez les Mayas, Kukulkan, le serpent à plumes, descend du ciel pour guider son peuple. Ces récits, bien que séparés par des océans et des millénaires, se rejoignent dans un même motif, la venue d'êtres supérieurs, liés aux étoiles, porteurs de savoir. Les mythes se doublent parfois de représentations étranges. Dans les gravures sumériennes, on distingue des êtres coiffés de casques, manipulant des objets sphériques. Sur certains bas-reliefs mayas, des personnages semblent assis dans des engins aux allures de capsules. Dans des grottes d'Afrique et d'Amérique, des peintures rupestres montrent des figures anthropomorphes munies de grandes têtes rondes comme des casques. Faut-il y voir des symboles religieux ou les échos déformés de rencontres avec des étrangers technologiquement avancés? Il serait facile d'y voir des coïncidences, des interprétations modernes projetées sur des symboles anciens. Mais la répétition interroge. Pourquoi les mêmes thèmes reviennent-ils partout? Descente du ciel, don de savoir, départ des dieux, promesse de retour? Pourquoi ces récits ont-ils traversé des milliers d'années, parfois gravés dans la pierre, parfois chantés au fil des générations?
Certains chercheurs défendent l'idée que ces dieux tombés du ciel ne seraient pas des extraterrestres, mais les survivants d'une civilisation antédiluvienne, plus avancée, qui aurait transmis ses savoirs aux peuples émergents. Selon cette hypothèse, après un cataclysme planétaire, un déluge, une chute d'astéroïdes, une glaciation, quelques survivants auraient parcouru la Terre, enseignant l'agriculture, l'astronomie, l'architecture et devenant ainsi les dieux civilisateurs des mythes. D'autres, plus audacieux, pensent qu'il pourrait s'agir de visiteurs venus réellement d'ailleurs, dont les traces se seraient fondues dans le tissu du mythe. Quelle que soit l'interprétation, une chose demeure, ces récits ne sont pas isolés. Ils forment un réseau d'histoires convergentes qui semblent pointer vers une origine extérieure au simple développement spontané des sociétés humaines. Même si la science choisit de les voir comme des métaphores, leur universalité trouble. Les dieux tombés du ciel nous rappellent que l'humanité a peut-être reçu à ses débuts une impulsion extérieure. Que cette impulsion soit d'origine terrestre, issue de civilisations disparues, ou cosmique, venue des étoiles, elle demeure inscrite dans les récits, les rituels, les symboles. Et derrière ces histoires de dieux et d'étrangers, une question plus intime se lève. Si certains de nos savoirs ont été transmis par des visiteurs, que disent nos propres corps, nos gènes, de ces origines mystérieuses ? L'énigme des dieux venus du ciel s'entrelace avec une autre, plus profonde encore, celle des origines génétiques de l'humanité. Dans le silence des laboratoires, sous la lumière blanche des microscopes, une autre histoire de l'humanité se dessine, bien différente de celle gravée dans les manuels. Les pierres et les mythes nous parlent d'ancêtres oubliés, de bâtisseurs sans nom et de dieux venus du ciel. Mais notre propre corps, nos cellules, nos gènes, murmurent un récit encore plus troublant. L'ADN est une archive vivante. Il garde la mémoire de nos origines, de nos migrations, des alliances entre espèces humaines disparues, et parfois il laisse apparaître des énigmes qui remettent en question la simplicité du récit officiel. Pendant longtemps, la science affirmait que l'humanité moderne descendait d'une lignée claire, issue de l'Afrique il y a environ 200 000 ans. Homo sapiens, porteur d'un langage complexe, d'une pensée symbolique, aurait remplacé les autres espèces humaines, jugées plus frustes. Mais les découvertes récentes montrent une image plus dense, plus entremêlée. L'humanité ne serait pas une lignée unique, mais une mosaïque, une tapisserie faite de croisements, d'absorptions, de survivances invisibles. La découverte la plus célèbre fut celle des Néandertaliens. Longtemps considérés comme des cousins lourds et primitifs, ils ont laissé leurs traces dans notre génome. Les analyses montrent que tous les humains non africains portent environ 1 à 3% d'ADN néandertalien. Ces fragments influencent encore nos organismes. La manière dont nous combattons certaines maladies, notre peau, parfois même notre propension à l'anxiété ou à la créativité. Nous ne sommes pour somme pas seulement les enfants de Sapiens, mais aussi les héritiers des Néandertaliens intégrés dans notre chair. Puis vint la découverte de l'homme de Denisova, révélé par un simple fragment d'os dans une grotte sibérienne. De cet os émergea un génome totalement inconnu, appartenant à une espèce humaine disparue. Là encore, les analyses montrèrent que certains peuples actuels, notamment en Océanie et en Asie, portent 4 à 6% d'ADN denisovien. Ces gènes seraient responsables de certaines adaptations, comme la capacité des Tibétains à vivre en altitude. Ainsi, notre corps est le témoin d'alliances oubliées, de métissages survenus il y a des dizaines de milliers d'années. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Des études génétiques récentes suggèrent l'existence d'autres lignées humaines, encore inconnues, disparues sans laisser de fossiles. Des fantômes génétiques se cachent dans notre ADN, témoignant de croisements avec des êtres dont nous n'avons pas encore retrouvé la trace archéologique. Cela signifie que l'arbre de l'humanité n'est pas seulement plus complexe, il est encore incomplet, parsemé d'ombres. Certaines énigmes vont plus loin encore. L'ADN humain contient des séquences appelées gènes orphelins ou orphangènes. Ce sont des fragments qui ne ressemblent à rien d'autre dans le vivant, qui ne semblent pas provenir d'une évolution progressive. Leur origine reste obscure. Sont-ils le fruit de mutations rapides, d'événements exceptionnels, ou bien hérités de sources inconnues ? Certains chercheurs n'hésitent pas à suggérer que ces séquences pourraient provenir de mécanismes que nous ne comprenons pas encore. Le génome humain contient aussi une grande part d'ADN non codant, longtemps qualifié de poubelle, mais qui se révèle aujourd'hui jouer un rôle subtil dans la régulation de nos gènes. Cet ADN mystérieux représente plus de 90% de notre patrimoine,
comme une immense zone d'ombre dont nous n'avons pas encore percé le secret. Pourquoi notre génome porte-t-il une telle part d'informations silencieuses? Est-ce une mémoire enfouie, un code que nous n'avons pas encore appris à lire? Un autre mystère réside dans l'origine soudaine de certaines capacités humaines, le langage par exemple. La mutation du gène FOXP2 est souvent évoquée comme une clé de cette évolution. Mais son apparition rapide et son rôle déterminant posent donc question. Pourquoi et comment l'homme a-t-il acquis en si peu de temps une faculté si complexe qui semble avoir bouleversé son destin? Est-ce une simple étape de l'évolution ou bien le signe d'un apport extérieur comme le laissent entendre certains mythes de langue offertes par les dieux? De même, la taille et la complexité de notre cerveau posent une énigme. En quelques centaines de milliers d'années, sa croissance fut fulgurante, bien plus rapide que ce qu'expliqueraient les seules pressions environnementales. Cette expansion soudaine reste difficile à justifier par les modèles classiques. Certains y voient encore la conséquence de croisements avec d'autres espèces humaines. D'autres suggèrent un événement encore plus mystérieux. Les anciens mythes, encore une fois, semblent faire écho à ces énigmes. Les traditions sumériennes racontent que les dieux Anunnaki auraient façonné les hommes en manipulant leur essence vitale. Dans la Genèse, Adam est modelé à partir de la poussière, animé par le souffle divin. Les Dogons parlent du nomo donnant aux hommes leur structure. Ces récits, lus comme des métaphores, pourraient être aussi compris comme des souvenirs altérés de transformations profondes, peut-être même de manipulation génétique. Les sciences modernes ne vont pas jusque-là, mais elles reconnaissent que notre histoire biologique est plus complexe que prévu. Nous ne sommes pas le fruit d'une lignée pure et continue, mais d'un enchevêtrement d'espèces, de croisements, de disparitions. Et malgré des décennies de recherche, certaines pièces manquent tant toujours. Le mystère est accentué par la découverte de fossiles anormaux. L'Homo floresiensis, surnommé le Hobbit, découvert en Indonésie, mesurait à peine 1 mètre, mais possédait des capacités étonnantes. L'Homo naledi, en Afrique du Sud, combinait des traits primitifs et modernes, comme si plusieurs lignes humaines avaient coexisté bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes brouillent à la frontière entre l'ancien et le moderne et suggèrent que notre espèce n'est pas l'unique héritière, mais le dernier rameau d'une forêt dense et mystérieuse. Le génome nous montre donc une humanité multiple, tissée d'alliances invisibles porteuses de mémoires enfouies. Il laisse entrevoir que notre origine n'est pas une ligne droite, mais une constellation d'expériences, d'échanges, d'énigmes. Et une question persiste, comme une ombre. Si nos gènes portent dans les traces de lignées disparues, d'alliances inconnues, qu'arrive-t-il lorsque l'évolution rencontre l'inexplicable? Lorsque la logique darwinienne se heurte à des événements soudains, imprévisibles, qui semblent accélérer notre histoire? Depuis Darwin, l'évolution est racontée comme une lente marche, une ascension progressive guidée par la sélection naturelle. Les variations apparaissent, le hasard les distribue et l'environnement choisit. Mais lorsqu'on observe de plus près l'histoire de l'humanité, certains soubresauts semblent émis trop brusques, trop radicaux pour se plier à cette logique graduelle. Des énigmes persistent, comme si, à certains instants, l'évolution avait rencontré quelque chose d'inattendu, d'inexplicable. Le premier de ces mystères est celui de la croissance rapide du cerveau humain. En moins de 2 millions d'années, notre encéphale a triplé de volume, un rythme sans équivalent dans le règne animal. Pourquoi une telle accélération? Les hypothèses abondent, l'alimentation carnée, la cuisson des aliments, la complexité sociale, mais aucune n'explique vraiment l'ampleur de ce bond. Des paléoanthropologues admettent que cette expansion reste un mystère, une singularité difficile à intégrer dans les schémas classiques. Était-ce seulement le fruit du hasard et de l'adaptation, ou bien le signe d'un événement extérieur, une influence que nous ne comprenons pas encore? Un autre saut énigmatique concerne le langage. L'acquisition de la parole articulée, de la syntaxe et des symboles changea radicalement le destin de l'humanité. Le gène FOXP2, souvent présenté comme une clé de ce processus, aurait subi une mutation décisive il y a environ 200 000 ans. Mais comment expliquer qu'une seule modification génétique ait pu déclencher une telle révolution cognitive? Les peintures rupestres, les sépultures ornées, les premiers mythes témoignent d'un esprit soudain capable d'abstraction, de poésie, de mémoire symbolique. L'émergence du langage ne fut pas graduelle mais soudaine, comme une étincelle qui embrasa l'esprit humain. Les découvertes archéologiques révèlent d'autres anomalies. Des outils d'une sophistication étonnante apparaissent brusquement dans certains sites.
En Europe, la culture aurignacienne, il y a environ 40 000 ans, introduit un art raffiné, des instruments de musique, des figurines symboliques, sans transition progressive. C'est comme si un nouveau souffle avait traversé l'espèce, accélérant d'un coup ses capacités créatives. Pourquoi cette explosion culturelle survient-elle à ce moment précis, après des centaines de milliers d'années d'une relative stabilité? L'évolution biologique elle-même recèle des mystères. Des fragments d'ADN exogènes semblent intégrés dans notre génome, hérités de virus anciens. Certains de ces éléments jouent aujourd'hui un rôle crucial dans notre développement, comme la formation du placenta. Sans ces intrusions génétiques, l'humanité n'aurait pas pu se reproduire telle qu'elle le fait aujourd'hui. La science reconnaît que des virus ont façonné notre évolution, mais la précision avec laquelle certains gènes se sont intégrés laisse songeur. Est-ce un hasard ou le signe d'un processus plus complexe, d'une interaction que nous ne comprenons pas encore? D'autres anomalies concernent la coexistence d'espèces humaines différentes. Pendant des millénaires, Homo sapiens vécut aux côtés des Néandertaliens, des Denisoviens et peut-être d'autres lignées encore inconnues. Ces croisements enrichirent notre génome, mais certains indices laissent penser à des influences plus mystérieuses. Dans certaines régions, on observe des traces génétiques provenant d'ancêtres encore non identifiés, des fantômes de l'évolution. Leur existence suggère que l'humanité ne fut pas une lignée unique, mais une mosaïque façonnée par des rencontres imprévues. Les mythes anciens semblent faire écho à ces étrangetés. Les traditions sumériennes évoquent les dieux Anunnaki, qui auraient façonné l'homme en mélangeant l'argile avec une essence venue d'ailleurs. Les textes bibliques parlent de fils de Dieu s'unissant au fil des hommes. Les légendes grecques racontent des unions entre dieux et mortels, donnant naissance à des lignées héroïques. Ces récits, interprétés symboliquement, pourraient-ils être les reflets d'un mythique, d'une réalité biologique, de croisements imprévus qui transformaient notre espèce? Même la chronologie officielle révèle des zones d'ombre. Des sites comme Jebel Irhoud, au Maroc, ont livré des restes d'Homo sapiens vieux de 300 000 ans, plus anciens que prévu. Ces découvertes repoussent sans cesse les frontières de notre origine, comme si l'humanité surgissait à plusieurs endroits, à plusieurs époques, plutôt qu'en un seul foyer unique. Cette dispersion trouble la vision linéaire d'un berceau africain unique et d'une expansion progressive. Peut-être l'histoire de notre émergence fut-elle beaucoup plus vaste, entremêlée et mystérieuse. Certains chercheurs évoquent aussi le rôle des catastrophes dans ces sauts évolutifs. Les éruptions volcaniques, comme celle du Toba il y a 74 000 ans, auraient en décimé l'humanité, réduisant sa population à quelques milliers d'individus. De telles crises auraient pu provoquer des pressions sélectives intenses, accélérant les mutations. Mais d'autres y voient dans l'opportunité d'influences extérieures. Après chaque cataclysme, de nouveaux savoirs, de nouvelles aptitudes semblent surgir, comme si l'humanité renaissait transformée. La question la plus troublante reste celle du temps. Pourquoi l'évolution humaine s'est-elle accélérée de façon exponentielle au cours des 10 000 dernières années? En quelques millénaires seulement, nous sommes passés du chasseur-cueilleur à la conquête de l'espace. Ce rythme vertigineux contraste avec les millions d'années d'évolution lente qui ont précédé. Certains généticiens observent que des milliers de mutations se sont fixées en un laps de temps étonnamment court. Le hasard et la sélection suffisent-ils à expliquer cette fulgurance? À mesure que nous sondons ces énigmes, un sentiment se dessine. L'évolution humaine n'est pas seulement une suite d'adaptations, mais aussi une série de discontinuités, de sauts inattendus. Ces ruptures se rappellent que le chemin de l'humanité ne fut pas rectiligne, mais semé d'événements inexplicables. Peut-être que ces accélérations furent déclenchées par des influences que nous ne comprenons pas encore, des environnements extrêmes, des croisements invisibles, des chocs cosmiques ou même des interventions extérieures que les mythes ont transposées en récits divins. Quoi qu'il en soit, ces instants où l'évolution rencontre l'inexplicable laissent une empreinte indélébile dans notre mémoire biologique et culturelle, et dans les échos de ces sauts mystérieux, une autre énigme surgit, car l'humanité, en avançant, semble aussi avoir oublié. Des mémoires entières se sont effacées, des savoirs se sont perdus, comme si chaque catastrophe avait arraché une part de notre passé, ce qui nous conduit vers un autre mystère, plus sombre encore, la mémoire fracturée des cataclysmes. Il existe dans l'histoire de l'humanité des silences si profonds qu'ils semblent béants, comme des gouffres laissés par des forces immenses.
Ces silences ne sont pas dus seulement au passage du temps, mais aux cicatrices de cataclysmes planétaires qui ont brisé la mémoire humaine. À chaque ère, des peuples ont raconté des destructions soudaines, l'eau engloutissant les terres, le feu tombant du ciel, la terre se déchirant sous leurs pas. Ces récits, que l'on a souvent rangés dans la catégorie des mythes, trouvent pourtant des échos troublants dans les données géologiques, climatiques et archéologiques. Ils témoignent d'une mémoire fragmentée, celle d'événements si puissants que l'esprit humain n'a pu que les transposer en légende. Le déluge est l'exemple le plus célèbre. Nous en avons parlé à travers les mythes jumeaux, mais son empreinte mérite une attention plus profonde. Car la dernière grande montée des eaux, à la fin de la dernière glaciation, fut un événement d'une ampleur inédite. Entre 12 000 et 8 000 ans avant notre ère, les calottes glaciaires fondirent rapidement, provoquant une hausse brutale du niveau marin. Des continents furent engloutis, des côtes redessinées. Des milliers de kilomètres carrés disparurent sous l'océan. Pour les peuples de l'époque qui vivaient au bord des fleuves et des rivages, ce fut une apocalypse. Les traditions orales aborigènes, qui racontent des côtes submergées il y a plus de 10 millénaires, trouvent ici leur justification géologique. Le mythe rejoint la mémoire. Mais l'eau n'est pas le seul cataclysme gravé dans les récits. Le feu venu du ciel est un autre thème universel. Dans la mythologie nordique, le Ragnarök décrit des flammes cosmiques engloutissant la Terre. En Amérique du Sud, les Quechuas parlent de soleils destructeurs qui embrasèrent le monde. Les chroniques chinoises évoquent des étoiles ardentes s'écrasant sur le sol. Ces histoires satellites rappellent étrangement l'impact d'astéroïdes ou de comètes. Et de fait, les géologues ont identifié des traces d'événements de ce type. L'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, il y a environ 12 800 ans, suggère qu'une comète ou plusieurs fragments auraient frappé la Terre, déclenchant des incendies planétaires et une soudaine chute des températures. Si cela est vrai, l'humanité de l'époque dut affronter une nuit glaciale et brûlante à la fois, une apocalypse gravée dans les mythes comme un châtiment divin. Les volcans, eux aussi, ont laissé leur empreinte. L'éruption du supervolcan Toba, en Indonésie, il y a environ 74 000 ans, fut l'un des plus grands cataclysmes connus. Elle projeta dans l'atmosphère des milliers de kilomètres cubes de cendres, plongeant la Terre dans un hiver volcanique. Certains chercheurs pensent que l'humanité fut réduite à quelques milliers d'individus seulement, frôlant l'extinction. Cet événement, inscrit dans les strates de cendres retrouvées à travers le monde, pourrait être l'une des raisons des récits universels de ténèbres, de froid et de survie. Peut-être que le souvenir de Toba s'est transmis, de génération en génération, sous la forme de mythes d'obscurité et de renaissance. Les tremblements de terre et les raz-de-marée ont aussi marqué les mémoires. L'Atlantide, décrite par Platon, aurait été engloutie en une seule nuit de catastrophes, de séismes et de vagues gigantesques. Dans le Pacifique, les récits polynésiens racontent des îles effondrées, avalées par l'océan. Au Japon, les mythes shinto parlent de dragons marins provoquant des raz-de-marée destructeurs. Partout, on retrouve cette obsession des umsate, les eaux soudaines, des terres brisées. La science moderne confirme que les tsunamis géants, provoqués par des effondrements sous-marins ou des impacts cosmiques, ont bien eu lieu. Le souvenir de ces événements se cache peut-être dans ces récits de terres englouties. Les glaciations et leur fin brutale ont également fragmenté notre mémoire. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité vécut dans un monde glacé, parcouru par des animaux géants. Mammouths, mégacéros, tigres à dents de sabre. Puis, en quelques millénaires, ce monde disparut. Les animaux s'éteignirent, les forêts s'étendirent, les océans montèrent. Pour les peuples de l'époque, ce fut la perte d'un univers entier, un basculement dont il ne resta que des contes de mondes antérieurs, d'âges révolus détruits par des forces inéluctables. Ce qui frappe, c'est la récurrence de ces thèmes. Partout, l'humanité raconte les mêmes catastrophes. L'eau, le feu, les ténèbres, le froid, la terre brisée. Comme si ces récits étaient des cicatrices collectives, portées par toutes les cultures. Ils ne sont pas seulement des inventions, ils sont des mémoires fracturées, des tentatives de dire l'indicible. Mais ces mémoires sont fragmentées. Elles ne nous sont pas parvenues intactes. Elles se sont transformées en mythes religieux, en légendes héroïques, en contes symboliques. Elles sont devenues des histoires de dieux en colère, de fautes humaines punies, de héros sauvés. Le souvenir brut du cataclysme s'est voilé, car il était trop terrible pour être transmis tel quel. Pourtant, derrière ces voiles,
le silence des ruines et la science moderne se rejoignent. Oui, des catastrophes planétaires ont marqué notre histoire, et oui, elles ont façonné notre mémoire. Ces fractures expliquent peut-être pourquoi l'humanité a parfois l'impression d'avoir perdu un savoir, une origine, un âge d'or. Chaque cataclysme a balayé une part de notre passé, emportant des civilisations entières, des langues, des archives, des savoirs. Nous ne voyons que les fragments rescapés, les ruines isolées, les récits altérés, et ces pertes résonnent encore aujourd'hui. Car derrière l'angoisse des mythes, derrière la fascination pour les apocalypses, se cache une intuition. Nous avons déjà vécu de grandes destructions. Nous en avons gardé des souvenirs épars, comme des éclats dans l'obscurité. La mémoire fracturée des cataclysmes nous rappelle que notre histoire n'est pas seulement celle des progrès et des découvertes, mais aussi celle des pertes et des oublis. Et dans le silence des océans, sous les vagues qui recouvrent des cités oubliées, une autre énigme nous attend. Les vestiges sous-marins et les continents disparus. Sous la surface des océans, loin du regard quotidien, gisent tantôt des énigmes que le monde moderne commence à peine à explorer. La mer n'a pas seulement englouti des navires et des ports antiques, elle recèle aussi des fragments d'un passé bien plus ancien, des cités entières effacées de Descartes, des paysages disparus que nos ancêtres ont pourtant connus. Ces vestiges sous-marins, silencieux et inaccessibles, constituent peut-être la clé d'une histoire de l'humanité que l'on a volontairement ou involontairement oubliée. Les océans ont monté d'environ 120 mètres depuis la fin de la dernière glaciation. Ce chiffre, brutal et abstrait, signifie que d'immenses portions de continents habités il y a 12 000 ans se trouvent aujourd'hui sous les eaux. Des plaines, des vallées, des deltas fertiles où vivaient des communautés entières ont disparu. Nous n'explorons encore qu'une infime part de ces zones englouties. Ce que nous avons déjà trouvé est suffisant pour troubler nos certitudes. Au Japon, au large de l'île de Yonaguni, des plongeurs découvrirent en 1987 une structure monumentale à 25 mètres sous la surface. Escaliers, terrasses, plateformes et colonnes semblent se former un ensemble architectural. Certains y voient une formation naturelle sculptée par la mer, mais d'autres reconnaissent au sein des traces de taille humaine. Si le site est bien artificiel, cela signifierait qu'il fut construit avant la montée des eaux, donc il y a plus de 10 000 ans. Yonaguni pourrait être la mémoire figée d'une civilisation antérieure, effacée par l'océan. En Inde, dans le golfe de Kambat, des sonars révélèrent en 2000 un des alignements de structures à près de 40 mètres de profondeur. Des tessons, des fragments d'outils et des vestiges architecturaux furent remontés, certains datés de 9000 ans. Les récits indiens parlent d'antiques cités englouties, comme Dwarka, la ville du dieu Krishna submergée par les eaux. Là encore, le mythe rejoint la découverte. Sous les vagues dorment des villes dont l'existence ne cadre pas avec la chronologie officielle. Au large de Cuba, à 600 mètres de profondeur, une expédition canadienne en 2000 indétecta par sonar ce qui ressemble à des pyramides, des routes, des structures géométriques régulières. Le site reste controversé car son exploration directe est difficile. Mais l'image de cités englouties par l'Atlantique nourrit l'hypothèse de continents disparus, engloutis en une époque où les océans montaient avec fureur. En Méditerranée, des ruines gisent aussi sous les eaux. La cité d'Héracléon, près d'Alexandrie, resta longtemps un mythe. Elle fut retrouvée au début du XXIe siècle, intacte sous la mer, avec ses statues, ses temples, ses routes pavées. Plus à l'ouest, au large de l'Espagne, certains archéologues ont repéré des structures circulaires pouvant rappeler la description platonicienne de l'Atlantide. Ces découvertes rappellent que les océans sont de vastes musées invisibles, où reposent au moment des pans entiers de notre histoire. Mais les vestiges ne concernent pas seulement des villes, ils révèlent aussi des continents entiers aujourd'hui disparus. La Doggerland, par exemple, était une vaste plaine reliant l'Angleterre au continent européen, habitée par des chasseurs-cueilleurs il y a 10 000 ans. Elle fut engloutie progressivement par la montée des eaux et un gigantesque tsunami déclenché par un glissement de terrain sous-marin, l'événement de Storegga. Aujourd'hui, seuls les pêcheurs remontent parfois des outils, des ossements, témoignages d'un monde oublié. Plus à l'est, dans l'océan Indien, le mythe du continent de Kumarikandam hante encore la mémoire tamoule. Les textes anciens évoquent une terre immense, patrie originelle d'une civilisation brillante, engloutie par les flots.
Bien que ce continent n'ait jamais été prouvé scientifiquement, certains chercheurs associent ce récit à la submersion de vastes zones côtières lors de la montée des mers post-glaciaires. L'Atlantide, décrite par Platon, demeure l'exemple le plus fascinant. Selon lui, c'était une île au-delà des colonnes d'Hercule, florissante et puissante, disparue en une seule nuit de catastrophe. Beaucoup y voient un mythe philosophique, mais la récurrence d'histoires de continents engloutis partout dans le monde laisse planer un doute. Peut-être Platon a-t-il conservé, par des traditions orales égyptiennes, la mémoire d'une civilisation disparue à la fin du dernier âge glaciaire. L'existence de continents perdus trouve aussi des indices géologiques. Le Zéalandia, sous l'océan Pacifique, fut identifié comme un continent presque entièrement submergé. Bien que sa disparition remonte à des millions d'années, son existence prouve que de vastes terres peuvent bel et bien s'effondrer sous la mer. D'autres fragments, comme Mauritia dans l'océan Indien, révèlent au sein des pans de continents disparus dont il reste des traces minérales. Ces découvertes alimentent l'idée que la Terre, instable et changeante, n'a pas conservé toutes les terres connues de nos ancêtres. Ce qui frappe dans ces vestiges sous-marins, c'est leur résonance avec les mythes. Les traditions polynésiennes parlent d'îles avalées par l'océan. Les légendes celtiques évoquent des royaumes engloutis, comme Is. Les récits africains racontent donc des terres perdues sous les vagues. Partout, l'humanité semble garder la mémoire d'un monde plus vaste, amputé par les eaux. Les découvertes modernes, qu'elles soient confirmées ou encore incertaines, semblent donner corps à ces légendes. Les océans, qui couvrent plus de 70% de notre planète, restent largement inexplorés. Moins de 20% des fonds marins ont été cartographiés avec précision. Dans ces immensités encore invisibles, combien de cités dorment encore? Combien de traces de peuples engloutis attendent d'être retrouvées? La mer, gardienne implacable, conserve ses secrets, effaçant les écritures, mais préservant les pierres et les statues dans son silence glacé. Chaque découverte sous-marine bouleverse nos certitudes. Elle rappelle que notre chronologie est fragile, qu'elle repose sur une mémoire partielle. Si tant de villes et de continents ont disparu sous les eaux en quelques millénaires, que savons-nous réellement de l'histoire humaine avant ces submersions? Peut-être que des civilisations entières, bien plus anciennes, furent effacées, ne laissant que des récits voilés. Et derrière les vagues, derrière ces ruines invisibles, une autre question surgit. Pourquoi tant de ces vestiges semblent-ils reliés par des alignements, des géométries sacrées, comme si un même langage invisible avait guidé leurs bâtisseurs? Les pierres de terrestres et sous-marines murmurent toutes la même énigme, les lignes sacrées et la géométrie invisible. Lorsque l'on observe les monuments anciens dispersés sur la planète, un sentiment troublant émerge. Ces sites ne semblent pas seulement construits en salon pour célébrer des dieux ou abriter des rites. Ils semblent reliés entre eux par une logique plus vaste, comme s'ils formaient les fragments visibles d'un dessin planétaire. Derrière leur silence se dissimule peut-être une géométrie invisible, une science sacrée qui organisait les terres, les temples, les pierres et les hommes selon des principes que nous commençons seulement à deviner. L'un des concepts les plus mystérieux est celui des lignes sacrées ou ley lines. Selon cette hypothèse, certains sites mégalithiques, temples et monuments anciens sont alignés sur de longues droites qui traversent continents et océans. En Grande-Bretagne, par exemple, plusieurs cercles de pierre, collines sacrées et églises médiévales sont parfaitement alignés. Cette observation, popularisée au XXe siècle, trouva pourtant des racines plus anciennes. Les Celtes et les Druides parlaient déjà de routes invisibles de l'esprit, reliant les lieux de pouvoir. Ces lignes semblent décrire un réseau subtil, où chaque monument devient un nœud d'énergie. Mais ce phénomène ne se limite pas à l'Europe. En Amérique du Sud, les lignes de Nazca, tracées dans le désert péruvien, représentent non seulement des animaux gigantesques, mais aussi d'immenses tracés rectilignes. Certains chercheurs y voient des pistes rituelles, d'autres des observatoires astronomiques. Mais la précision et l'ampleur de ces lignes invitent à une autre hypothèse. Elles participaient peut-être d'un réseau plus vaste, reliant la Terre au ciel, inscrivant une géométrie sacrée dans le paysage. L'alignement des monuments anciens sur des axes astronomiques renforce cette impression. Les pyramides de Gizeh sont disposées de manière à reproduire la ceinture d'Orion. Les temples mayas, comme à Chichén Itzá, répondent aux équinoxes et aux solstices. À Stonehenge, les pierres cadrent le lever et le coucher du soleil à des moments clés de l'année. Ces alignements révèlent une science du ciel, mais aussi une volonté de l'inscrire sur la terre.
Les bâtisseurs semblaient vouloir refléter le cosmos dans la géographie humaine, comme si chaque site était un miroir d'étoiles. Certains chercheurs ont remarqué que les grandes pyramides d'Égypte, les pyramides de Teotihuacan au Mexique et d'autres sites distants semblent partager des proportions géométriques semblables, basées sur le nombre d'or ou sur des rapports harmoniques. Cette répétition d'une même logique architecturale à travers des continents séparés intrigue. Est-ce le fruit du hasard ou la trace d'un savoir commun transmis depuis une source unique? La géométrie invisible ne concerne pas seulement les pierres, mais aussi les paysages. En Chine, le feng shui repose sur l'art de positionner les bâtiments en harmonie avec les forces invisibles du lieu. Les lignes de force, appelées dragons, sont censées traverser la Terre et influencer la destinée des hommes. Dans d'autres cultures, comme chez les aborigènes d'Australie, les songlines remplissent une fonction similaire. Des chemins invisibles, chantés et mémorisés, reliant les lieux sacrés et traversant tout le continent. Ces conceptions suggèrent une vision commune. La Terre elle-même est parcourue par des lignes d'énergie, et les monuments anciens furent érigés pour les révéler, les amplifier ou les équilibrer. Des hypothèses très plus audacieuses proposent que ces lignes sacrées pourraient en correspondre à des phénomènes géophysiques réels. Les anomalies magnétiques, les failles tectoniques, les points de résonance énergétique coïncident parfois avec des sites sacrés. Baalbek au Liban, Gizeh en Égypte, Tiwanaku en Bolivie, Stonehenge en Angleterre, tous ces lieux se trouvent sur des zones géologiques particulières. Les bâtisseurs anciens auraient-ils perçu ces forces invisibles et construit leurs temples pour les canaliser? Un autre mystère réside dans la projection des constellations sur Terre. Les alignements des pyramides égyptiennes avec Orion ne sont pas uniques. Au Cambodge, le temple d'Angkor Wat reflète la disposition des étoiles de la constellation du Dragon. Au Pérou, certains sites semblent correspondre aux Pléiades. Cette volonté de graver le ciel dans la Terre laisse deviner une science sacrée universelle, où l'humanité cherchait à inscrire sa mémoire dans une géométrie cosmique. Des cartes anciennes ajoutent encore à l'énigme. La célèbre carte de Piri Reis, dessinée au XVIe siècle, montre avec une précision troublante les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique. Certains y voient l'héritage de cartes bien plus anciennes, transmises par des civilisations disparues. Si tel est le cas, cette cartographie serait elle-même une trace de la géométrie invisible, reliant les terres émergées et disparues dans un savoir global. Cette idée d'un réseau planétaire se retrouve aussi dans les mythes. Les Incas parlaient des Sucs, lignes sacrées rayonnant à partir de Cusco, reliant temples et sanctuaires. Les Égyptiens évoquaient des chemins de lumière reliant les pyramides au ciel. Les Celtes racontaient sans doute que certaines routes invisibles guidaient les âmes vers l'autre monde. Ces récits les convergent, ils décrivent un maillage invisible, une toile reliant les lieux sacrés à une structure plus vaste, cosmique. La géométrie invisible n'était pas qu'un outil spirituel, elle pouvait être aussi un savoir pratique. Les anciens connaissaient les propriétés acoustiques et vibratoires de leur construction. À Chavin de Huántar, au Pérou, les galeries souterraines amplifient les sons et créent des effets de résonance. À Stonehenge, les pierres disposées en cercle génèrent des vibrations spécifiques. Cette maîtrise suggère que les lignes sacrées et la géométrie invisible pouvaient être utilisées pour modifier la perception, induire des états de conscience ou communiquer avec l'invisible. Certains chercheurs modernes vont plus loin et associent ces réseaux à une grille planétaire, une trame énergétique reliant les points clés du globe. Dans cette hypothèse, les grands sites sacrés ne seraient pas isolés mais interconnectés, inscrits sur une géométrie terrestre globale. L'idée peut sembler spéculative, mais elle reflète une intuition ancienne. La Terre est un organisme vivant, parcouru de force, et l'humanité a toujours cherché à s'y accorder. Ce qui demeure au-delà des hypothèses, c'est le sentiment d'une intention. Les monuments anciens ne sont pas dispersés au hasard. Ils obéissent à une logique invisible, une science perdue que nous avons oubliée. Derrière leur silence, ils tracent des lignes qui relament le ciel et la terre, l'homme et l'univers. Et si ces bâtisseurs maîtrisaient réellement un savoir interdit, une science que le temps et les cataclysmes ont effacée? Qui protégeait ces secrets? Qui veillait sur eux quand les civilisations s'écroulaient? Derrière les lignes sacrées se profile une autre énigme, celle des gardiens du savoir interdit.
À travers les âges, une impression tenace traverse les récits humains, celle d'un savoir immense, puissant, préservé dans l'ombre, mais inaccessible au commun des mortels. Comme si certains, les gardiens, avaient donc reçu pour mission de protéger ce qui ne devait pas être oublié. Ces gardiens ne sont pas toujours visibles. Parfois, ce sont des prêtres, des sages, des initiés. Parfois, ce sont des figures mythiques, demi-divines, détentrices d'un secret trop lourd pour être partagé. Leur rôle est ambigu. Transmettre un fragment, dissimuler l'essentiel, garder vivant un savoir interdit dont nous entrevoyons seulement les reflets. En Égypte ancienne, les prêtres de temple formaient une caste de dépositaires. Leur science englobait l'astronomie, la médecine, les mathématiques, l'architecture. Mais ces connaissances éternes et fragmentées, transmises par étapes, réservées à ceux qui franchissaient les degrés de l'initiation. Les textes hermétiques attribués à Hermès Trismégiste, figure mi-humaine, mi-divine, évoquent une sagesse primordiale, héritée des dieux. La pyramide elle-même, disait-on, n'était pas seulement une tombe, mais une bibliothèque de pierres, codant une connaissance universelle. Ce savoir, gardé jalousement par une élite, devint le cœur de traditions ésotériques qui traversèrent les millénaires. En Mésopotamie, les tablettes sumériennes décrivent les Anunnaki enseignant aux hommes l'art de l'écriture et des lois. Mais derrière ces récits se profile une élite sacerdotale, scribes et astrologues, qui gardaient la mémoire des cycles du ciel et des catastrophes. Ces scribes furent les gardiens de la première histoire écrite, mais ils en fixèrent aussi les limites, dissimulant ce qui devait rester secret. Certains fragments de tablettes parlent de armes terribles ou de savoir des étoiles, vite interprétés comme métaphores. Pourtant, leur présence laisse deviner un fond obscur, peut-être un écho d'événements réels transformés en symboles. Chez les Grecs, les mystères d'Éleusis illustraient la même logique, un savoir initiatique transmis dans le secret des temples. Les participants, liés par le serment de silence, y recevaient une révélation dont le contenu exact demeure inconnu. Était-ce une simple leçon spirituelle, ou bien la transmission codée d'une connaissance plus ancienne ? Les mythes grecs eux-mêmes regorgent de figures de gardiens. Prométhée, enchaîné pour avoir donné le feu aux hommes. Les titans, enfermés pour avoir transmis des savoirs interdits. Les oracles, qui parlaient en énigmes pour dissimuler ce qui ne devait pas être dit. En Inde, les textes védiques furent longtemps transmis oralement par une tradition si stricte qu'elle empêchait toute altération. Les brahmanes en furent les gardiens, jaloux de leur monopole. Les Védas contiennent des hymnes cosmiques, des descriptions d'armes célestes, des récits de machines volantes. Mais ces savoirs étaient codés, réservés aux initiés. Le Mahabharata évoque des armes capables d'embraser des villes entières, rappelant étrangement des technologies modernes. Les gardiens de ces textes les présentèrent comme des récits mythologiques, tout en les protégeant de l'oubli. Les traditions amérindiennes parlent aussi de gardiens. Les Hopis, par exemple, disent que certains clans furent choisis pour protéger les savoirs des mondes précédents. Les Mayas possédaient des codex, manuscrits remplis de connaissances astronomiques et rituelles. La plupart furent brûlés lors de la conquête espagnole, mais les rares survivants témoignent d'une précision scientifique étonnante. Les prêtres mayas étaient pour les gardiens de ce savoir, transmis à travers des cycles d'âge et de destruction. En Afrique, les Dogons se considèrent comme dépositaires de la connaissance des nomos. Leur tradition orale, gardée par des prêtres, décrit des détails astronomiques troublants, notamment sur le système de Sirius. Ici encore, la figure du gardien se dessine, celui qui conserve un fragment d'un savoir immémorial, transmis de génération en génération, sans qu'il soit possible de dire d'où il vient réellement. Ces gardiens du savoir interdit apparaissent aussi dans les mythes universels. Dans la Bible, les anges déchus transmettent aux hommes les secrets des métaux, des plantes et des astres. Dans le livre d'Enoch, ces veilleurs enseignent aux humains des sciences que le ciel jugeait dangereuses. Dans la mythologie grecque, les cyclopes donnent à Zeus la foudre. Dans les traditions polynésiennes, des demi-dieux apportent aux hommes le feu, la navigation, les rites. À chaque fois, l'acte de transmission est ambivalent. Il libère l'homme, mais il viole aussi un interdit, entraînant souvent une punition divine. Dans les sociétés secrètes plus récentes, on retrouve l'écho de ce rôle. Les alchimistes médiévaux, les confréries mystiques, les ordres initiatiques se présentaient comme les héritiers d'un savoir ancien, préservé malgré les persécutions. Leurs textes codés, leurs symboles énigmatiques, semblent perpétuer la même logique, dissimuler, protéger, transmettre seulement à ceux qui sont prêts. Mais pourquoi ce savoir
Devait-il être interdit? Était-il dangereux, capable de détruire autant que de créer? Était-il trop avancé pour être compris par des sociétés fragiles, ou bien fut-il interdit par les puissants désireux de conserver leur monopole sur la connaissance? Les gardiens, qu'ils soient prêtres, scribes ou initiés, semblent avoir jugé que ce savoir ne pouvait être livré sans précaution. Peut-être avaient-ils raison? La mémoire des cataclysmes montre que les civilisations peuvent s'effondrer brusquement. Transmettre un savoir technique ou scientifique trop avancé aurait pu bouleverser l'équilibre fragile de ces sociétés. Peut-être que certains secrets de l'astronomie, de la géométrie, des énergies invisibles furent donc volontairement voilés, réservés à ceux qui pouvaient les manier avec discernement. Mais une autre hypothèse subsiste. Et si les gardiens eux-mêmes n'étaient qu'entendant que les héritiers partiels d'un savoir encore plus ancien? Peut-être ne faisaient-ils que répéter, de manière fragmentée, ce qu'ils avaient reçu de civilisations disparues. Leur rôle aurait alors été de protéger ce qu'ils ne comprenaient non plus totalement, comme des sentinelles gardant les ruines d'un temple dont le sens s'était perdu. Aujourd'hui, des fragments de ce savoir interdit persistent, dans les mythes, dans les rites, dans les architectures alignées avec les astres, dans les cartes anciennes qui définent la logique. Ces éclats laissent deviner une mémoire plus vaste, comme un livre brisé dont il nous reste quelques pages. Et à travers elle, une question persiste. Si des gardiens ont préservé ce savoir, vers quoi devait-il nous guider? Peut-être vers une compréhension plus vaste, où notre passé se déploierait dans toute son ampleur. Et au-delà de ces gardiens silencieux, une impression s'impose. Notre passé n'est pas derrière nous, il est devant, comme une ombre immense. Car ce que nous avons oublié pourrait bien être plus vaste que ce que nous appelons avenir. Le dernier voile s'entr'ouvre alors, un passé plus vaste que l'avenir. Lorsque nous parlons d'avenir, nous évoquons toujours un horizon. Voyages spatiaux, technologie, monde virtuel, prolongement de la vie. Mais rarement nous concevons que le passé puisse être plus vaste, plus profond, plus mystérieux encore. Car derrière la chronologie que l'histoire officielle trace comme une ligne continue, se cachent des abîmes de temps, des civilisations englouties, des mémoires effacées. Et lorsque l'on contemple ces fragments, une impression s'impose. Ce que nous avons oublié est peut-être plus immense que ce que nous pouvons encore imaginer. Chaque découverte archéologique nous le rappelle. À chaque fois qu'une cité engloutie ressurgit, qu'un fossile imprévu apparaît, que des génomes révèlent des lignées inconnues, l'horizon du passé recule. Nous pensions connaître le berceau de l'humanité, puis Jebel Irhoud au Maroc repoussa nos origines à 300 000 ans. Nous pensions savoir qui étaient nos ancêtres, mais Denisoviens et autres d'un fantôme génétique nous ont appris que d'autres humanités se sont mêlées à nous. Nous pensions dater les premiers monuments, mais Göbekli Tepe s'est dressé, renversant la chronologie. À chaque pas, le passé se révèle plus ancien, plus complexe, plus vaste que ce que nous croyons. Le passé ne s'efface pas, il s'élargit. Comme si chaque découverte ouvrait une porte sur un couloir plus long que le précédent. Et à mesure que nous reculons, nous entrevoyons que derrière l'histoire écrite, ces quelques milliers d'années que nous appelons civilisation, s'étend un continent de temps dont nous n'avons exploré que les rivages. Les mythes eux-mêmes nous parlent de ce passé immense. Ils évoquent des âges d'or, des civilisations disparues, des dieux venus d'ailleurs. Nous les lisons comme des contes, mais leur universalité laisse deviner des mémoires voilées. Les déluges, les destructions, les renaissances sont autant de rappels que l'humanité a déjà connu plusieurs commencements. Ce que nous appelons origine n'est peut-être qu'un recommencement, la dernière vague d'un océan de civilisation. L'océan justement conserve le témoignage de ce passé, plus vaste. Sous les vagues dorment des cités, des plaines, des routes, engloutissant à la fin de la dernière glaciation. Ce monde perdu, nous commençons seulement à l'explorer. Et chaque ruine retrouvée sous la mer nous parle d'un temps où l'homme avait bâti, organisé, contemplé les étoiles bien avant ce que nous admettons. La science moderne, avec ses instruments, ne fait que confirmer la profondeur de ce passé. L'ADN, mémoire invisible, nous révèle des croisements anciens, des lignées perdues, des héritages enfouis. Les isotopes et les datations nous parlent de climats qui ont changé brusquement, de cataclysmes effaçant des mondes. La géologie nous rappelle que la Terre elle-même est instable, qu'elle crée et détruit des continents en silence. Tout converge vers une vérité dérangeante. Ce que nous croyons savoir n'est qu'une mince pellicule de mémoire sur une profondeur insondable.
même notre conception du temps vacille. Les traditions védiques parlent de cycles immenses, les yugas où l'humanité s'élève et décline à travers des millions d'années. Les Grecs évoquaient déjà des âges successifs, dont l'âge de fer n'était qu'un état de déclin. Ces récits cycliques suggèrent que l'histoire humaine n'est pas une flèche mais une roue, et si nous ne voyons que l'arc récent, c'est parce que nous avons perdu la mémoire des cycles précédents. Un passé plus vaste que l'avenir, cela signifie aussi que notre identité même est plus ancienne que nous. Nous portons en nous des mémoires génétiques, culturelles, symboliques, que nous ne comprenons pas encore. Chaque mythe, chaque pierre, chaque symbole est peut-être un éclat de ce vaste passé, comme une étoile morte dont la lumière nous atteint encore. Il y a dans cette perspective une forme de vertige, et si notre obsession de l'avenir n'était qu'un reflet d'un oubli plus grand encore. Nous cherchons à inventer ce qui fut peut-être déjà connu, à conquérir ce qui fut déjà exploré. Peut-être que certaines de nos avancées techniques, de nos découvertes scientifiques, ne sont que des redécouvertes, des réminiscences d'un savoir effacé. Les bâtisseurs anonymes, les prêtres gardiens, les mythes répétés, tous semblent indiquer la même chose. L'humanité n'est pas neuve. Elle est ancienne, très ancienne, et ces civilisations passées dépassent peut-être en ampleur ce que nous osons imaginer. Nous ne sommes pas le sommet d'une évolution linéaire, mais les héritiers d'une mémoire fracturée. Ainsi le passé devient plus vaste que l'avenir parce qu'il ne cesse de s'étendre, de se dévoiler, de nous rappeler notre petitesse. Il nous invite à l'humilité. Nous ne savons presque rien. Nos chronologies sont des esquisses, nos certitudes des illusions. Sous la terre, sous la mer, dans nos gènes, des archives attendent encore, prêtes à transformer notre vision du monde. Et si le passé est plus vaste que l'avenir, c'est peut-être parce que c'est en lui que se cache notre véritable destin. Car pour comprendre où nous allons, il nous faudra d'abord accepter que nous avons oublié d'où nous venons.